Bonjour Eric et merci beaucoup d'avoir accepté de venir au micro du Talent Podcast aujourd'hui. C'est un plaisir de te recevoir. Bonjour Chloé. Et puis pour démarrer, si tu veux, sans trop de préambule, moi j'aimerais bien que tu commences par nous confier quelque chose que les gens ne savent pas sur toi. Oui, en fait, on a pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre, Faut-il encore décider, avec Olivier Sibony. Et moi, j'étais pas un expert de la décision, mais plutôt un expert de l'IA. Donc j'ai découvert l'univers de la décision et l'univers de la décision avec l'IA. Mais il y a un sujet qui m'intéresse encore plus, c'est l'impact de l'IA sur le travail et les ressources humaines. Donc je suis ravi d'être là aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup, c'est très bien parce que ça va aussi nous intéresser. Évidemment, aujourd'hui, on va creuser la décision, mais l'audience qui nous écoute majoritairement étant une audience RH, l'impact sur le travail, c'est vraiment quelque chose qui les questionne beaucoup. Donc, je pense qu'on va essayer de passer de l'un à l'autre en essayant de se canaliser parce que j'ai 1000 questions, mais l'objectif, c'est qu'on arrive à tenir dans le temps imparti. Et pour démarrer... moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a interpellée par rapport à la thématique du livre que vous venez d'écrire avec Olivier Sibony et puis pour t'avoir écouté justement parler de ce livre il y a 2 semaines, je pense, dans une conférence. Je me pose la question de l'impact sur le leadership, le rôle du leader finalement. Là où on avait peut-être un peu l'impression que le leadership était... parfois fondé sur un peu d'intuition quand même, pas mal de charisme, une approche pas toujours extrêmement analytique, ou en tout cas des choses un peu différentes. Qu'est-ce que ça change concrètement, la thématique de l'IA, dans ce qu'on va attendre des leaders demain ? Alors c'est très intéressant parce que c'est un mouvement qui a commencé même avant l'IA, avec le développement de la technologie et du digital. Le leadership est devenu un leadership analytique, comme tu le dis. C'est-à-dire que un leader doit rester charismatique, entraîner les équipes, etc. Mais il doit aussi avoir une connaissance absolument fine de toutes les problématiques de l'entreprise et toutes les problématiques de ses clients à travers une approche analytique. Une fois qu'on s'est dit ça, l'IA fait ça beaucoup mieux que ce que faisait une partie de ses équipes avant, et donc être en contact avec l'intelligence artificielle pour devenir encore plus analytique est probablement une des nouvelles compétences du dirigeant. Et puis enfin, cartographier l'ensemble des décisions qui sont susceptibles d'être faites bien avec l'IA ou mal avec l'IA, et qui sont acceptables ou pas par son corps social, ça fait partie aussi des compétences du dirigeant de demain. Alors, merci pour la transition, parce que ça faisait justement partie des questions que j'avais envie de te poser. Finalement, sans tout nous dévoiler, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon toi, doit probablement être confié beaucoup plus, ou en tout cas se reposer beaucoup plus sur l'IA en matière de décision, parce que ce sera plus qualitatif et plus fiable ? Eh bien, en fait, d'abord, on parle beaucoup d'IA aujourd'hui, mais c'est un long processus. C'est un processus historique. En fait, on a commencé à intégrer un petit peu de la rationalité dans nos décisions au 15e et au 16e siècle, au moment où on invente les probabilités. D'ailleurs, on en parle un petit peu dans le livre. Ouais. Et donc, avant, on décidait d'ouvrir le ventre d'un oiseau pour regarder si, finalement, la récolte allait être bonne ou mauvaise. Et puis, tout d'un coup, avec la probabilité, on se met à mettre donc des pourcentages de réussite derrière différents scénarios et puis à calibrer le futur. Et aujourd'hui, on peut encore mieux calibrer le futur avec l'intelligence artificielle. Donc, pour nous, pour Olivier Sibony et moi, aller vers plus de rationalité, c'est plus positif. Donc, du coup, quand on regarde, quand on cartographie les décisions qu'on a en face de soi, il y a plusieurs questions qu'on doit se poser. C'est, est-ce que finalement, techniquement, l'IA est pertinente pour cette décision ? Donc, comment l'IA est pertinente pour une décision ? En fait, il faut que les objectifs soient relativement pointus, relativement précis, et qu'on ait plein de données. Voilà. Okay. Donc ça, c'est intéressant. Et de l'autre côté, est-ce que c'est acceptable ? Donc, je vais y revenir, mais en gros, il y a plein de décisions que l'IA peut performer pas trop mal, mais qui ne sont pas encore acceptables. Par exemple, aujourd'hui, l'IA conduit mieux que nous une voiture. Il y a quelques accidents, mais globalement, quand on voit qu'il y a 43 000 personnes aux États-Unis qui meurent chaque année, beaucoup moins qu'en Europe parce qu'ils vont très lentement, malgré tout, une voiture autonome, ça fait quelques accidents, mais beaucoup moins. Mais on n'est pas prêt à lâcher le volant, ni au sens propre, ni au sens figuré. Est-ce que tu peux justement nous parler de ce caractère acceptable ? Qu'est-ce qui rend cette délégation à l'IA moins acceptable ? En fait, il y a ce qu'on appelle le pardon asymétrique. Okay. C'est-à-dire quand une machine fait une erreur, en fait, c'est beaucoup plus préjudiciable du point de vue d'un humain que quand c'est un humain qui fait une erreur. Pourquoi ? Parce que l'erreur de l'IA n'est pas tellement explicable. Alors que quand on est un humain, il ou elle était fatigué, il s'est un peu disputé à la maison la veille, etc. Bon, donc c'est pas grave, on peut expliquer, on excuse.
Ouais. Ce pardon est relativement large. Il est asymétrique du point de vue de la machine parce qu'on ne sait pas. Dans le cas de la voiture autonome que je citais tout à l'heure, en fait, les très peu nombreux accidents qui ont eu lieu, c'est parce que il y avait du soleil sur un panneau et que l'IA ne sait pas interpréter quelque chose qu'un humain interpréterait en une seconde. C'est-à-dire que le panneau est pas super visible. Ça a été corrigé maintenant. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui faisait tromper une voiture autonome. Ouais. Voilà. Donc, je disais, il y a des choses qui sont pas encore acceptables, ça va peut-être évoluer. Il y a des choses qui sont pas du tout acceptables, on y reviendra. Mais en tout cas, il y a des tas de décisions que l'IA peut prendre. Aujourd'hui, il y a plein de domaines dans lesquels l'IA est hyper pertinente. Par exemple, ce qui se passe sur les marchés financiers, on appelle ça le flash trading. La plupart du trading aujourd'hui, la majeure partie des décisions de trading, beaucoup sont faites avec des algorithmes. Et donc, le high frequency trading, le trading à haute fréquence, est un trading qui est hyper algorithmique. Ça a commencé d'ailleurs avec plutôt des mathématiciens qui sont intéressés au hedge fund il y a une vingtaine d'années, comme un hedge fund qui s'appelle Renaissance, qui est assez connu sur ce sujet, mettait beaucoup de maths dans la décision financière. Et aujourd'hui, c'est des algorithmes IA. Et donc, on est dans des territoires conquis par l'IA. Il y a aussi, finalement, la maintenance prédictive, ou le fait de faire optimiser les tournées de camions dans les livraisons pour optimiser soit la consommation d'essence, soit les coûts en général. Donc, tout ça, tu vois, je pense que il y a derrière ça des objectifs assez précis et la possibilité de mettre des règles assez claires. Okay. Voilà. Et donc là, on est dans les territoires conquis, quand on peut faire ces deux choses-là. Ok, donc le critère, il est intéressant. Je t'avais d'ailleurs entendu parler lors de la dernière conférence de l'utilisation de l'IA aussi pour des décisions dans le domaine médical au sens large, où on se pose où a priori la fiabilité était quand même plutôt démontrée, ou l'acceptabilité, bon voilà, peut potentiellement poser question. Ouais. On parlait du militaire tout à l'heure aussi. Est-ce que tu peux élaborer peut-être sur, tu dis il y a des endroits où c'est moyennement acceptable, d'autres où ça l'est pas du tout. Qu'est-ce que tu pourrais citer comme exemple dans ce qu'il est pas? Absolument. En fait, on a beaucoup analysé aussi les décisions de justice. Et finalement, les décisions de justice, on l'a plutôt mis dans la zone interdite. Okay. Là où l'IA ne peut pas se substituer à l'humain dans la décision. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est finalement un peu contre-intuitif. Parce que quand on regarde une décision de justice, justement, pour le même cas, on sait qu'un juge est plutôt faillible. C'est-à-dire que quand il se lève le matin du mauvais pied, ou quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il a bien mangé ou mal mangé, les décisions sont légèrement différentes pour le même cas, pour le même crime. Mais on pense que d'abord, c'est une décision humaine et que quand il y a un crime, en particulier, je parle pas des contraventions là, mais quand il y a un crime de sang par exemple, ou quand il y a un crime tout court, c'est un humain qui juge un autre humain. Et donc ça, c'est important. Et la deuxième partie, c'est que le processus lui-même, toute cette procédure de justice assez théâtrale et assez compliquée, fait aussi partie de la décision de justice et du respect du citoyen. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a mis dans la zone interdite. Ça fait partie des exemples. Bah, du coup, obligatoirement, on a envie de faire le lien avec les décisions humaines en entreprise. Alors évidemment, avec un degré d'impact beaucoup moins important, mais effectivement, les questions qui vont se poser côté RH notamment, c'est qu'est-ce qu'on va déléguer sur voilà les choix humains de recrutement, de promotion, etc. Comment est-ce que tu traites ce sujet-là justement ? C'est très compliqué parce que on sait bien que dans une même cohorte de gens qui font le même métier, finalement, il y a un petit pourcentage de gens qui sont très au-dessus de la barre et un petit pourcentage de gens qui seront très en dessous de la barre. Mais que la majeure partie des gens vont se retrouver dans une moyenne plus assez accessible. Et donc, quand on est dans les 80% du milieu plus, milieu moins, eh bien, tout ça, ça peut être assez automatisé sur des critères relativement objectivables. Donc, la question de l'évaluation est une première question. Bien sûr. Donc, est-ce que, comme on en parlait dans la décision médicale tout à l'heure, le diagnostic, l'IA est meilleure que les meilleurs médecins, elle est même meilleure que les meilleurs médecins avec l'IA, et donc, on se dit, bon, bah, finalement, pour une radio, je peux quand même utiliser l'IA. Mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour des cas assez compliqués, on laisse quand même l'IA écluser les cas de diagnostic médical les plus standards, et quand on a des cas un peu compliqués, on remet de l'humain. Là aussi, parce que même si on n'est pas sûr que ce sera la meilleure décision, on a besoin de se rassurer avec la présence de l'humain, d'être dans la co-décision. Et donc, dans l'évaluation, globalement, on a besoin d'être dans la co-décision. Ça ne veut pas dire que l'IA n'est pas un input, c'est pas une donnée, mais en revanche, ça reste une décision humaine de juger les autres. Ouais. Et comment est-ce que tu vois, parce que c'est vraiment quelque chose que vous avez
que vous avez aussi élaboré, c'est comment est-ce que tu vas cadrer justement l'utilisation de l'IA, quels objectifs tu mets, quelles règles tu crées, etc. Dans la mesure où effectivement, je pense que les premières craintes que j'entends aujourd'hui dans mon audience RH, c'est est-ce que finalement ça va amener de l'objectivité? Est-ce qu'on risque de reproduire des biais? Quelle est ta position là-dessus? Donc l'IA a des biais parce que nous avons des biais. Okay. Donc l'IA reproduit les biais. Il y a toute une science de l'IA pour débiaiser l'IA. Mais enfin, quand on débiaise l'IA, on en parlait à un moment, mais globalement, en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on choisit comme biais? Parce qu'on peut débiaiser l'IA, mais en fait, on va recréer d'autres biais en débiaisant l'IA. Donc, il y a des biais classiques, des biais de diversité, etc., mais il y a aussi des biais cognitifs. C'est-à-dire que, par exemple, je peux avoir, si j'utilise une IA pour analyser des trucs très compliqués, j'ai un biais d'automatisation. C'est-à-dire, je pense que la machine est meilleure que moi, et donc j'applique. Donc je démissionne un petit peu dans la décision. Donc dans l'utilisation de l'IA dans les ressources humaines, la question finalement, ce n'est pas la décision finale, c'est vraiment comment je définis les objectifs et les règles. Et comment je définis les objectifs et les règles, ça doit être quelque chose de relativement syndiqué. Nous, on en parle même au niveau d'une société en disant qu'on doit impliquer le citoyen dans les décisions qui sont les plus complexes. Mais au sein même d'une entreprise, il faut syndiquer la définition des objectifs et des règles. Objectif, finalement, dans ce cadre-là, ça veut à la fois dire quelque chose et rien dire. C'est-à-dire que ça dépend des règles qu'on a définies. On ne juge, et en particulier l'IA, que par rapport à l'optimisation d'une règle préétablie. Est-ce que tu as la vision sur à quel point est-ce que les entreprises se sont saisies de ce sujet, justement, de cette capacité à justement poser les règles, choisir les biais, etc. Aujourd'hui, ce serait quoi l'état des lieux selon toi? J'ai une idée, mais je veux bien la tienne. Non, la difficulté vraiment, c'est qu'il y a beaucoup de logiciels qui intègrent de l'IA ou pas, et comme je le disais, on optimise toujours par rapport à quelque chose. Donc en fait, il y a deux solutions. Soit on a défini au préalable soi-même ses objectifs et ses règles, en tant qu'entreprise A, par rapport aux objectifs et aux règles de l'entreprise A. Soit on s'en remet aux gens qui ont programmé le logiciel. D'ailleurs, c'est un commentaire beaucoup plus large. Aujourd'hui, dans l'utilisation de l'IA, ce n'est pas nous qui avons programmé la façon dont l'IA décide. Et donc, la question, en particulier dans les ressources humaines, c'est que globalement, les LLM, les Large Language Models, arrivent à une forme de plateau. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une performance qui n'a cessé d'augmenter, mais ils travaillent à peu près tous sur les mêmes données, qui sont les 20 000 ou 30 000 milliards de mots qu'on appelle des tokens de l'Internet. Et donc, à un moment, pour qu'ils deviennent meilleurs, il faut qu'ils aient accès à des données spécifiques. Par exemple, les données spécifiques de l'entreprise. Ça, ce sont des données fraîches. Et en entraînant le modèle sur ces données fraîches, on va le rendre beaucoup plus pointu. Adapté à une entreprise de pharma, adapté à une entreprise de défense, c'est pas la même chose, etc., etc. Et donc, on est dans quelque chose où on doit entraîner le modèle à sa propre problématique. On doit définir les objectifs et les règles. Et on ne doit pas s'en remettre à une IA qui n'est pas faite pour prendre les décisions qu'on a décidé de lui faire prendre. Parce que utiliser un modèle non entraîné sur des éléments spécifiques nous amène à répliquer les biais d'autres gens, les décisions d'autres gens, et nous amène probablement à nous tromper. C'est passionnant. Il y a un autre sujet alors qui est pas forcément lié à l'évaluation, au recrutement, mais qui est aujourd'hui malgré tout un vrai sujet de préoccupation, et on s'en parlait un peu en off sur l'intégration des jeunes dans l'organisation. Donc je vais évidemment faire tous les sujets polémiques qui sont en train d'apparaître en ce moment, mais voilà, ça m'intéresse vraiment de pouvoir parler de ça avec toi. Aujourd'hui, on a des organisations qui se disent qu'est-ce que je vais potentiellement confier à des jeunes? Est-ce que je vais en recruter autant, par exemple, dans la mesure où je suis capable aujourd'hui d'automatiser une grosse partie de ce que je leur confiais avant pour les former, et puis du coup, si je fais pas ça, comment est-ce que je les forme? Idem, alors je sais qu'en plus t'as de l'expérience là-dessus, hein, t'as pu essayer de tester des choses. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous proposer sur ce sujet-là? En fait, il y a une grosse polémique, mais aussi une grosse discussion sur l'entrée des jeunes dans le marché du travail dans les 2 dernières années. Alors, on va prendre un angle macroéconomique et un angle microéconomique. Donc, l'angle macroéconomique, c'est les études, par exemple, d'un très grand économiste de l'IA qui s'appelle Eric Brynjolfsson. Et Eric, il est à Stanford, et il a sorti un article il y a 1 an à peu près qui s'appelle Canaries in the Coal Mine, donc les canaris dans la mine de charbon. Donc les canaris dans la mine de charbon, je rappelle l'anecdote, c'est quand le canari meurt,
meurt, c'est qu'il y a un coup de grisou qui arrive, et donc on court. Ok, donc les Canaries, ce sont les jeunes informaticiens aux États-Unis, et donc lui, il a analysé la demande d'informaticiens dans les 2 dernières années aux États-Unis, et il dit, il y a une baisse de 13% de la demande. Et pourquoi ? Parce que le code est automatisé et que ce qu'on donnait aux jeunes, c'est le coding. Ok, parce que l'informatique, ce n'est pas que du coding, mais ce qu'on leur donnait, c'était ça. Et donc, alors aujourd'hui, il est un peu challengé par d'autres économistes. Mais quand on parle avec des informaticiens, ou plutôt des sociétés d'informatique, des ESN, comme on dit, des entreprises de services numériques, le coding aujourd'hui peut être largement automatisé. Et effectivement, il se pose la question d'embaucher autant de jeunes qu'avant. Donc, je ne dis pas que c'est sûr, je ne dis pas que c'est pas une mécanique de transition, mais ça pose la bonne question que tu soulèves, qui est aujourd'hui comment on forme les jeunes. Parce qu'avant, on mettait les jeunes dans un bureau, on les surchargeait de dossiers, et puis au bout de 6 mois, ils sortaient la tête de l'eau, et ils étaient un peu plus formés qu'avant. Mais ça, on peut plus le faire, et on peut plus le faire comme utiliser l'IA. C'est un peu comme quand on est passé de je fais mes 4 opérations à la calculette. Il faut d'abord apprendre les 4 opérations avant d'utiliser une calculette. Donc, on va être obligé de former les jeunes différemment, probablement de créer des écoles d'entreprise un peu différentes, d'investir dans la formation pour qu'ils apprennent sans IA, entre guillemets, sans calculatrice, et puis qu'ensuite, ils apprennent encore mieux avec les outils. Et donc, pour toi, c'est le rôle de l'éducation, c'est les écoles qui doivent se transformer. Finalement, si je me mets à la place, et j'en connais pas mal, de patrons de SN, est-ce que c'est à eux de se charger de ce sujet-là ? Comment est-ce que ça va se transformer selon toi ? On sait que dans l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail, il y a à peu près 25% de la population active qui va avoir son job automatisé. On va dire, on ne sait plus si c'est dans les 5, les 10 ou les 15 prochaines années, mais de toute façon, ça va arriver. Donc on sait qu'on a besoin d'un plan de formation très important pour ces gens-là. Mais ce qu'on n'avait pas complètement anticipé, c'est que les jeunes aussi, il va falloir faire changer la formation des jeunes. Et d'ailleurs, la bonne solution n'est pas la tribune que j'ai vue dans Le Monde il y a quelques temps. On voyait tout un tas d'universitaires qui disaient, nous, on va plus toucher l'IA, et d'ailleurs, il faut interdire l'IA dans l'université, etc. En fait, l'université doit donner les moyens aux gens de s'insérer sur le marché du travail. Pas que, elle doit aussi former des citoyens, mais ça aussi. Et donc, leur enlever l'outil de l'IA n'est pas la bonne solution. Il faut leur apprendre à travailler avec l'IA, et probablement qu'un plan de formation, une sorte de plan Marshall de la formation sera nécessaire dans tous les pays développés. Et je fais le lien un peu de la même façon, alors c'est différent, mais entre les jeunes et les personnes qui travaillent déjà côté entreprise, si de plus en plus de choses peuvent être automatisées, confiées, etc., même si ça retire pas forcément l'intervention humaine ou la décision humaine à la fin, comment s'assurer que finalement, alors on se repose pas trop dessus, entre guillemets, au détriment de l'esprit critique, et ça je le vois déjà, y compris sur des actifs qui sont dans l'entreprise depuis très longtemps, au bout d'un moment, à déléguer beaucoup, on peut perdre un peu justement la capacité à challenger les résultats, ce qui ressort, voilà, comment est-ce que tu vois ça ? Dans la décision comme dans l'analyse, aujourd'hui le risque de l'IA, c'est le risque de la démission. C'est-à-dire, en gros, dans la décision, on le voit très bien, c'est l'IA qui a décidé, donc en fait, c'est la machine qui décide, donc c'est pas moi. Donc ça, c'est une risque de banalité algorithmique, comme disait Hannah Arendt, plutôt sur le mal. Mais de l'autre côté, ça vous pourrez peut-être le couper, mais j'aime bien Hannah Arendt, moi. Et de l'autre côté, le risque de la démission dans l'analyse, c'est finalement qu'on produit quelque chose et on ne sait pas pourquoi telle ou telle partie est sortie. Et donc, on n'est pas capable d'expliquer. Donc, on va voir son supérieur et on dit, ah voilà, j'ai sorti ça. Et donc, si le supérieur ou la supérieure se fait bien son boulot, il dit, ah, mais pourquoi t'as écrit ça ? Et si on n'est pas capable d'expliquer, c'est qu'on a perdu son esprit critique. Et ça, c'est le risque de la démission, dans la pensée même. Ouais. Oui, et il y a un vrai sujet aujourd'hui, je pense, dans la façon peut-être aujourd'hui dont les RH construisent des programmes de développement, y compris pour des leaders dans les organisations, de se dire quelle est la bonne, le bon équilibre à trouver ou les bons éléments à apporter, à la fois pour cultiver cet esprit critique, sans pour autant ignorer ce qui est possible de faire. Parce que j'imagine que tu as dû avoir des réactions de ce type-là depuis la sortie de ton ouvrage, mais dans certains cercles de dirigeants, je vois aussi la réaction inverse à la démission, mais plutôt des dirigeants qui se disent « Oh là là, faut qu'on arrête de nous dire que l'IA va faire des choses à notre place » et qui, limite, pourraient ne pas s'y intéresser. Et la question, c'est aussi comment est-ce qu'on les onboard sur ce sujet ? En fait, le risque de rejet que tu décris est aussi important que le risque de démission. Et en fait, on a écrit ce bouquin parce qu'on n'est ni technophobe ni technophile. Et qu'à un moment, on a cartographié les décisions en disant, mais il y a bien des décisions
qu'on doit maintenant déléguer complètement à l'IA. C'est ce qu'on a appelé les territoires conquis. Pourquoi ? Parce que l'IA est meilleure que nous. On parlait de décision de diagnostic médical tout à l'heure. L'IA est meilleure que nous. Et en plus, ça va nous faire gagner un paquet de temps. Et on pourra se repositionner sur d'autres choses. Les médecins vont pas disparaître. Mais par contre, s'il y a une partie du diagnostic médical qui est outsourcée, ils vont passer plus de temps avec leurs patients. Et c'est pas plus mal. Et peut-être que les infirmières pourront traiter des décisions médicales qui étaient avant entre les mains des médecins. Tout ça, ça va bouger. Et en fait, un dirigeant aujourd'hui qui dit « je rejette l'IA », en fait, d'abord, d'un point de vue de la compétitivité, il va se faire dépasser par les autres qui vont l'utiliser. Et de l'autre côté, en fait, il doit absolument se dire, demain, quelles sont les compétences qui seront en demande, quelles sont les compétences qui seront moins en demande pour faire évoluer sa population, son corps social, vers plus de performance et vers un capital humain meilleur. Et c'est ça, finalement, le fait qu'il milite pour éviter un rejet de l'IA. Justement, et par rapport à ces nouvelles compétences, entre guillemets, alors elles sont peut-être pas si nouvelles que ça d'ailleurs, hein, mais qui vont prendre plus d'importance, tu le cites sur le cas des médecins, s'il y a une partie du diagnostic qui est prise en charge, finalement, il y a cette proximité client, peut-être plus de... patient, pardon. Proximité patient, peut-être plus de, j'en sais rien, d'empathie, d'écoute, de communication, etc. Est-ce que tu vois au niveau des organisations des dimensions qu'on va devoir renforcer en complément ? Alors, ce qui est sûr, c'est que les compétences, on va les appeler sociales, émotionnelles, relationnelles, vont prendre plus de poids. Parce que ne serait-ce que pour accompagner la transition technologique qui nous attend, il faut ça. Mais globalement, l'IA va supprimer tout un tas de tâches répétitives. Donc ça déplace à la fois la décision, mais aussi le travail vers du relationnel, du social, embarquer les équipes, etc., etc. Et de l'autre côté, malgré tout, on est dans un univers plus analytique, et donc on va plus avoir tellement besoin de coder, puisque la promesse de l'IA générative, c'est no code, mais probablement qu'il faudra quand même le faire un petit peu, mais architecturer des systèmes techniques, et puis demain analyser ce qui sort de la machine pour faire avancer son business, ça va être complètement clé. Donc ces deux types de compétences vont être extrêmement en demande. On voit quand même que c'est des compétences un peu plus sophistiquées qu'avant, où lire, écrire et compter suffisait pour entrer dans le marché du travail. Oui, en effet. Et quelque chose qui m'a intéressé effectivement quand je t'ai écouté la dernière fois, tu parlais aussi de la redistribution du pouvoir qui allait se faire en entreprise, justement liée à tout ce qu'on est en train de se dire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet ? En fait, l'IA va devenir l'infrastructure du fonctionnement des entreprises. C'est-à-dire que elle va être en back-office sur tout ce qu'on fait. Elle va se rappeler de toutes nos interactions. Elle va se rappeler de tout ce qu'on a produit. Elle va optimiser tout ce qu'on fait. Et donc, cette espèce d'intelligence cumulée fait que le pouvoir va se déplacer vers ceux qui programment les IA. Alors on va dire que c'est plus forcément par des langages et du coding, même s'il y en aura, mais surtout définir les objectifs et les métriques de l'utilisation de l'IA, ça c'est à l'intérieur de l'entreprise, définir les objectifs et les métriques des outils qu'on va utiliser, c'est là qu'est le vrai pouvoir. Et c'est pour ça qu'il y a une discussion, parce qu'aujourd'hui ce pouvoir, il est quand même entre les mains de ceux qui produisent les modèles de langage. Et donc, quand on a programmé un modèle de langage, par exemple, pour optimiser un certain nombre de métriques qui sont liées à l'addiction, c'est-à-dire que je l'utilise de plus en plus. Ce qui s'est passé dans d'autres cas, comme par exemple dans les réseaux sociaux. Mais c'est normal de créer de l'addiction quand on vend un logiciel, quand on vend une licence. Moi, je préfère que les gens l'utilisent de plus en plus, parce que comme ça, ils payent de plus en plus de licences. Mais en même temps, pour l'entreprise ou pour l'individu, c'est pas forcément bon. Donc se reposer la question de quels objectifs et quelles métriques sont derrière les outils qu'on utilise, c'est ça la vraie question de pouvoir. C'est une question de pouvoir au sein de l'entreprise et c'est une question de pouvoir même politique. Au niveau de la société, mais à se poser la question effectivement aujourd'hui de à quel point ça a vraiment été pris en compte, puisque finalement au niveau de la société... alors c'est pas du tout pris en compte. ça reste un sujet finalement pas tellement anticipé. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu vois finalement quand tu regardes la façon dont on aborde l'IA aujourd'hui au niveau des organisations ou même de la société, qu'est-ce qu'il faudrait anticiper différemment ? Le champ le plus large de l'IA et de la décision, c'est la co-décision. C'est-à-dire qu'on ne va plus décider seul dans bien des cas, mais on va se faire aider d'un outil, une espèce de copilote. Et donc cet outil, bon, d'abord on doit apprendre à l'utiliser, mais au-delà de ça,
travailler avec cet outil va devenir un objectif de formation, mais aussi un objectif de pouvoir à l'intérieur même de l'entreprise. C'est-à-dire que cette codécision, elle doit être anticipée à l'intérieur même de l'entreprise et syndiquée. Par exemple, si je veux prendre une codécision dans l'établissement d'un schéma logistique, je vais utiliser l'IA à tous les moments. Mais ça, je dois le syndiquer avec tous les gens qui bossent dans la logistique et peut-être tous les clients internes de la logistique. Ce travail de codécision, ce travail finalement d'implication des employés, de certains employés, plus des experts, plus les managers, dans l'établissement des objectifs et des règles, c'est complètement contre-intuitif dans le fonctionnement des organisations telles qu'elles sont aujourd'hui. Ouais. Dans la société, c'est la même chose. Quand on est dans des décisions plus complexes, la doctrine militaire demain de l'utilisation d'un certain nombre de drones autonomes ou semi-autonomes, on doit impliquer le citoyen. Donc la question, c'est comment on crée une mécanique où finalement on n'est pas dans un pouvoir top-down, un pouvoir descendant, mais on est dans un pouvoir qui est beaucoup plus syndiqué pour définir les objectifs, les métriques, les règles de l'utilisation de l'IA dans la décision. Ouais. Et on voit qu'il y a un gros boulot, il y a un gros shift de mindset à faire et d'approche à faire au niveau de la société, c'est sûr, mais dans les organisations, c'est effectivement pas du tout quelque chose qu'on a vu en place. L'autre point qui m'interpelle aujourd'hui, c'est quand je t'écoute et que j'écoute aussi d'autres personnes, j'allais dire, dans le cercle entrepreneurial, entreprise parisienne, j'ai l'impression que ce sujet, à minima, s'il n'est pas complètement encore bien géré ou bien anticipé, il est quand même très conscient. Quand je discute avec certains secteurs, y compris des très grosses structures de certains secteurs d'activité, ou quand je discute avec des entreprises de province, tu as l'impression qu'il y a 1 million d'années, sans jugement, mais dans le rapport avec ce sujet, comme si finalement, c'était pas si actuel ou ça allait pas changer autant les règles. Quelle est ta vision là-dessus ? Tu vois, est-ce qu'il y a vraiment... est-ce que c'est vraiment arrivé ? Alors comme tu le dis, tu vois, le militaire, le médical, etc., c'est des questions qui se sont posées assez rapidement. Est-ce que ça renforce un peu une société de vitesse dans les entreprises, par exemple ? Alors, il y a une fracture numérique au sein des entreprises et il y a une fracture numérique même au sein de la société, des pays, etc. Donc en fait, déjà, il y a une différence entre les grandes, les petites et les moyennes entreprises. Donc en fait, on le sait, dans l'adoption de la technologie, les grandes entreprises sont toujours plus en pointe et à l'intérieur de chaque secteur, il y a des entreprises qui sont plus en pointe. Et puis ensuite, il y a des secteurs qui sont naturellement plus exposés, qui est un peu ce que tu disais. Donc par exemple la défense, par exemple la pharma, par exemple la banque, qui a toutes ces données numérisées, par exemple la tech au sens large du terme. Voilà, ça c'est les industries qui sont le plus avancées. Et puis les autres secteurs, dans chaque secteur, il y a un leader qui va essayer de tester. Mais la plupart des autres entreprises du secteur sont loin de cette frontière économique. Donc cela, de la pénétration de l'IA dans l'ensemble de la société, ça devient une priorité pour recréer de la croissance économique et qu'on se fasse pas complètement dépasser par d'autres zones géographiques. Bon, voilà. À l'intérieur même des entreprises, de la même façon, il y a des gens qui sont déjà en train d'expérimenter l'IA, dans les directions financières, dans les directions informatiques, et puis certains dans le marketing, etc. Mais il y a des gens qui sont loin. Et en fait, la formation, un minimum de formation à l'IA pour l'intégralité du corps social est nécessaire. Donc aussi parce que on va former les gens à de nouvelles compétences et qu'on va pas jeter avec l'eau du bain toutes les compétences qui ont été accumulées par des gens qui ne maîtrisent pas l'IA aujourd'hui. Donc il y a tout ce transfert de compétences, cette réallocation de compétences et d'emplois qui est à faire dans les entreprises. Et tu as le sentiment qu'il y a des entreprises qui se démarquent, des entreprises ou des secteurs qui se démarquent particulièrement bien autour de ce sujet-là, qu'ils prennent vraiment mieux en main que d'autres ? Alors, je citais certains secteurs. Ouais. Bon, en gros, partout où il y a une masse critique d'ingénieurs qui sont très proches des data, il y a un premier type d'expérimentation. Je regardais une entreprise récemment qui est Saint-Gobain. Ils ont déjà l'utilisation de l'IA générative pour transformer tout leur manuel technique en vidéo et pour la formation et toutes leurs vidéos en manuel technique. Donc tout ça, on pouvait pas faire avant. Voilà, ils ont une espèce de AI factory, donc une petite usine d'IA. On a l'impression pour transformer des sociétés de 100 ou 200 000 personnes, on a besoin de 1000, 3000, 4000 personnes dans la factory IA, mais en réalité, dans l'usine IA, avec 20-30 personnes extrêmement pointues, on arrive à transformer une très grande entreprise parce que derrière, ça bascule dans le travail normal des gens. Et donc, ma vision du monde, c'est que
bon voilà, on a parlé d'industrie, on a parlé de défense, on a parlé de pharma, on a parlé de banque. Tous ces secteurs-là ont des gens qui sont très proches des données numérisées qui testent. Ouais. Est-ce qu'il y a des conseils que tu aurais envie de donner à des dirigeants ou à des DRH qui nous écoutent par rapport justement à ce que tu observes de là où on en est, des choses très concrètes où en sortant de cette écoute du podcast, ça pourrait mettre en œuvre quelques actions? Qu'est-ce que tu En fait, la proposerais? principale chose à faire, pour moi, c'est de cartographier les décisions de l'entreprise. C'est se dire qu'est-ce qui est acceptable, où l'IA est performante techniquement. Et donc là, j'ai mes territoires conquis à moi. Et puis ensuite, j'ai des choses qui sont pas encore acceptables, mais qui seront intéressantes à planifier. Des choses qui sont plutôt des espèces de zones interdites. Et puis des choses où c'est l'empire de la codécision. Tout ça, ça génère des besoins de formation, des besoins d'outils et des besoins de transformation des compétences à court et moyen terme. Donc c'est valable pour le DRH, mais c'est valable pour le dirigeant aussi. Ouais. Ça fait naître, j'ai l'impression, et c'est une question que me posent pas mal d'entreprises en ce moment, c'est comment former, parce qu'effectivement tu vas pas entraîner de la même façon un comex qui se pose la question précise de ton bouquin de comment est-ce que demain on décide, qu'est-ce qu'on décide ou pas, versus tu as aussi tous les niveaux de l'organisation à former là-dessus. Est-ce que pareil, est-ce que tu observes des règles à suivre ou des guidelines par rapport au sujet de la formation de l'ensemble des équipes? Si je suis un peu direct, je trouve que l'offre de formation est insuffisante sur ces sujets-là. Il y a plein de choses qui, comme on dit, pop-up, qui se font jour un peu partout, qui sont donc il faut encourager parce que c'est relativement embryonnaire, mais il y a un énorme travail pour définir de nouvelles formations. Et je pense qu'on n'y est pas encore arrivé dans l'univers de la formation, on n'y est pas encore arrivé d'ailleurs dans l'éducation dont on parlait tout à l'heure. Ouais, et c'est aussi un peu ce manque entre guillemets, alors qu'il va probablement se combler, comme à chaque fois qu'il y a un besoin, mais que j'observe et voilà, qui amène quand même beaucoup de questions, et qui peut expliquer pourquoi les entreprises elles prennent pas forcément tout le virage de la même façon. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'entreprises qui créent leur propre formation, et peut-être que c'est une voie. On en parlait tout à l'heure pour des espèces d'écoles internes, etc. Mais il y a un travail à faire pour chaque entreprise, autant que pour des entreprises qui adopteraient des formations venant de l'extérieur. Les deux sont nécessaires, probablement. Et il y a plusieurs angles, c'est-à-dire que je peux observer beaucoup de formations sur la prise en main, mais plutôt sous l'angle outil. En revanche, tu vois tout l'amont dont tu parles sur, tu vois, comment est-ce que tu veux cadrer, quels objectifs, comment t'entraînes, quelles sont les règles que tu mets autour de ça. J'ai l'impression que finalement, ça, c'est plutôt assez absent de la formation dont on se parle aujourd'hui. Oui, parce que ce sont des décisions stratégiques, ce ne sont pas que des décisions de formation. C'est-à-dire que ça embarque la stratégie de l'entreprise, où je veux aller, donc quelles compétences j'ai besoin, et finalement, quelles sont les décisions et les compétences qui vont bouger, et du coup, comment je réingéniere l'intégralité de mon offre de formation, de mon offre de compétences, et puis de mes priorités stratégiques. Donc, c'est pas qu'une décision RH, c'est une décision business. Bien sûr. Et moi, une dernière question de curiosité, donc je sais pas si tu voudrais y répondre, mais c'est vrai que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ton ouvrage, et je pense qu'il y a plein d'autres pistes que j'invite chacun à aller regarder, explorer à son rythme, etc. Mais tu as aussi une expérience aujourd'hui dans l'investissement à travers ton fonds. Qu'est-ce que tu vois concrètement, du coup, dans ton quotidien ici, qui change, tu vois, dans les décisions d'investissement qui peuvent être prises, par exemple, dans votre façon d'analyser et de décider par rapport aux données qui sont en votre possession? C'est assez formidable de monter une boîte aujourd'hui. Donc nous, on est une boîte d'une quinzaine de personnes, c'est un petit fonds, mais on n'avait rien comme système, donc on a tout construit. Et on a tout construit à l'ère de l'IA. Donc en fait, on a de l'IA partout. Donc tout est documenté. Je parlais d'infrastructure IA. En fait, tout ce qu'on fait, nos emails, nos interactions, tout ça est dans un système et l'IA a accès à tout, dans un mode sécurisé quand même. Mais voilà. Et donc du coup, nos processus sont en train de se déplacer, nos décisions sont en train de se déplacer. Bon, par exemple, il y a beaucoup de choses qui étaient externalisées sur l'analyse des dossiers, l'analyse des dossiers d'un point de vue stratégique, d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue juridique, avec des prestataires autour. Et ben, on peut internaliser tout un tas de compétences et automatiser l'analyse d'un accord juridique avec une partie extérieure ou finalement l'analyse business d'un segment ou d'une entreprise. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que on fait beaucoup d'Excel quand on est dans la finance et quand on est dans... Eh bien, en fait, aujourd'hui, vous pouvez uploader absolument tous les documents que vous avez sur une entreprise et grâce à un certain nombre des LLM qui sont sur le marché, les Excel qui mettaient des jours et des nuits à être construits sont faits en moins de 2 minutes. Et ça fait gagner beaucoup de temps. Donc du coup, nos juniors font plus tout à fait la même chose.
comme dans l'IA, dans tous les métiers, ils ont de la valeur ajoutée au-dessus de l'IA. Et c'est pour ça qu'on parlait d'esprit critique tout à l'heure, parce que ils doivent être capables de comprendre comment tout cela a été produit et comment ça fait avancer la réflexion du fond, pas la réflexion de ce qu'ils sont en train de produire. Voilà. Nos mémos d'investissement sont automatisés à 70%. Tout ça, c'est comme ça que ça se passe et notre décision n'a pas changé. Je veux dire, on prend toujours des décisions d'investissement, mais là où elle a changé vraiment, c'est qu'on déplace la décision intermédiaire sur cet établissement d'objectifs et de règles dont on parlait tout à l'heure. Mais alors, comment on structure un mémo d'investissement ? Il doit amener quel type d'infos ? Et donc ça, c'est automatisé. Et du coup, au-delà de, évidemment, on imagine la capacité à produire plus, en fait, quelque part, et puis effectivement, à réinternaliser des choses qui étaient dehors. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, ça a un impact direct sur la rapidité de vos prises de décision et la qualité ? Tu vois quelque chose entre le avant-après ? Alors, la rapidité, je ne sais pas, parce qu'on aime bien discuter quand même, mais en fait, c'est une réponse pas tout à fait juste, parce que en fait, on analyse beaucoup plus de données, donc on est beaucoup plus rapide dans l'analyse de ces données. Ensuite, on donne plus de temps à l'humain et à la discussion, qui est un peu ce déplacement dont on parlait, ce qui est formidable, mais on a beaucoup plus de choses. Encore une fois, on est beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus aigu. Et donc, la décision devient plus sophistiquée et donc meilleure. Parce qu'on a plus d'infos, mieux analysées, et on les partage plus entre nous. Ouais. Donc tout ça, ça nous rend plus rationnels, donc potentiellement meilleurs. Ouais. Ce serait intéressant, mais j'imagine que tu peux le suivre, enfin en étant intéressé par la data, mais effectivement de pouvoir mesurer l'impact concret au fur et à mesure des années du nombre de décisions prises, etc., pour voir si tant est qu'il y a eu une mesure avant, comment est-ce que ça évolue. Mais je trouve que ça m'interpelle sur le changement complet finalement d'un mode de fonctionnement interne, de compétences, finalement de tous les process d'une organisation dans une structure comme la tienne. On peut se dire on pourrait facilement continuer à faire comme avant pendant encore un moment, et j'imagine qu'il y en a plein en fait qui sont... Il y en a plein. Voilà. Ça doit créer une vraie différence. Je pense que ça interroge du coup beaucoup de gens qui peuvent nous écouter sur est-ce qu'on a pris le temps, parce que tu parles de la rapidité que ça peut apporter, mais c'est quand même prendre le temps de changer tous ces éléments finalement. Une phrase que je disais beaucoup à mes équipes avant, c'est "You need to go slow before you go fast". Ouais. Et je pense qu'il faut se prendre le temps effectivement d'analyser quel type de décision et d'analyse on veut donner à l'IA et quel type on ne veut surtout pas lui donner et pour quelle raison. Et ça prend un peu de temps, mais par contre, ça en fait gagner un paquet après. Oui. Ouais. Ça génère, je sais que ça génère beaucoup de frustration dans des entreprises à taille humaine où on est vraiment conscient du bénéfice, mais où quelque part ce besoin de ralentir d'abord, c'est quelque chose d'un peu contre-intuitif. Et pour autant, effectivement, même, on comprend bien qu'on va passer à côté de quelque chose sinon. Et en plus, il faut syndiquer. On parlait des objectifs et des règles. Si on n'a pas un accord finalement suffisamment large sur ces objectifs et ces règles, en fait, on les remettra toujours en cause. Comment est-ce que tu as fait ça typiquement, toi, dans ton fonds ? Eh bien, on a chaque semaine une réunion qu'on appelle le fameux weekly meeting. Et dans ce weekly meeting, on pose tout un tas de questions justement d'objectifs et de règles. Là, par exemple, cet après-midi, on a une analyse sur un segment de marché qui est assez compliqué, très large, et qu'on va partager avec tout le monde, avec donc les 15 personnes, pour voir si la façon dont on a fait l'analyse est la bonne. Et du coup, si on juge qu'après c'est bon ou cette analyse légèrement optimisée, ensuite on va l'automatiser. Ouais, mais c'est passionnant, effectivement, cette approche un peu graduelle qui permet de maintenir les échanges, mais de maintenir justement l'apport de chacun dans la réflexion autour de ça, alors qu'on pourrait facilement aussi prendre des raccourcis pour des entreprises qui ont tendance à aller trop vite. Ça me paraît assez fondamental. Est-ce qu'il y a une question ? Alors en fait, j'en avais plein, mais l'idée évidemment au bout d'un moment, c'est de réussir à rester autour d'un thème. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose aujourd'hui, Eric, ou quelque chose d'autre que tu aurais voulu préciser autour du sujet justement qui nous rassemblait, qui était faut-il encore décider finalement à l'ère de l'IA ? Je pense que la question que pose finalement toutes ces innovations technologiques autour de l'IA dans l'entreprise, c'est finalement au-delà de l'organisation de l'entreprise pour continuer à être compétitif, c'est l'organisation de l'entreprise pour fonctionner. Et on parlait d'implication des employés, de syndication. Et ça, ça reste une révolution, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire des groupes de travail sur un sujet ou un autre, il s'agit de systématiser l'implication des employés dans la réflexion et dans l'établissement de règles et de métriques pour la décision. Et ça, pour moi, c'est assez révolutionnaire, et je ne suis pas sûr qu'on soit au bout.
Ouais. C'est passionnant, ça laisse encore plein de portes à explorer. Merci beaucoup Eric, et évidemment j'inviterai toutes les personnes qui nous écoutent et qui peuvent encore avoir des questions, peut-être à te solliciter directement ou à venir te voir ou à t'écouter, puisque en ce moment effectivement il y a quand même beaucoup de plateformes où on va pouvoir te suivre. Merci beaucoup Chloé.